écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Léa et cette fois-ci, je vais vous parler d'éco-anxiété. On en entend beaucoup parler ces dernières années alors que notre monde fait face à des catastrophes écologiques. L'anxiété et la peur sont alors des réactions compréhensibles. D'ailleurs, selon une enquête du Conseil économique, social et environnemental publiée en octobre 2023, 80% des Français se disent inquiets des conséquences du dérèglement climatique sur le monde. Pour en savoir plus sur cette angoisse contemporaine, je suis allée rencontrer Cécile Mignot, qui est psychologue clinicienne. Nous avons commencé par définir plus précisément les contours de l'éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, c'est vrai que c'est un terme un petit peu récent, qui a été conceptualisé pour la première fois en 1997 par Véronique Lapège, une chercheuse en santé publique, et qui a été assez largement médiatisée beaucoup plus tard, dans les années 2019, lors notamment de la canicule en France, mais un petit peu partout ailleurs aussi. Alors aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de définition de l'éco-anxiété qui fasse vraiment consensus, et notamment d'un point de vue médical. Donc, on pourrait dire que c'est quand même une forme d'anxiété liée au changement climatique. Cette inquiétude vis-à-vis du dérèglement climatique peut aussi être perçue comme une forme de lucidité face à la menace qui pèse sur la planète. Du côté des scientifiques, en fait, eux, ils vont parler d'éco-anxiété comme une réaction plutôt adaptative, normale, face à une prise de conscience au niveau des enjeux environnementaux. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne chose de parler d'éco-anxiété, puisque c'est une réaction plutôt normale qui va faire en sorte qu'on va se mettre en mouvement pour essayer de trouver des solutions et vraiment d'être dans l'action face à tous ces changements climatiques effectivement inquiétants. Donc pour eux, ce sont plutôt des personnes qui vont être lucides dans cette approche-là. Par contre, dans le champ médical, il y a quand même beaucoup de psychiatres aujourd'hui qui s'intéressent à ce nouveau phénomène qui est l'éco-anxiété. On peut citer notamment le professeur Pellissolo qui a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, Les émotions du dérèglement climatique. Et lui, il a constaté, comme moi et d'autres consoeurs et confrères dans le champ de la psychologie, on va observer vraiment des symptômes qui s'apparentent à ceux des troubles anxieux. Même si l'éco-anxiété n'est pas à proprement parler une maladie, mais plutôt une réaction émotionnelle, elle peut toutefois provoquer une angoisse, une souffrance, de la peur et bien d'autres symptômes. On peut relever effectivement des symptômes qui s'apparentent à ceux des troubles anxieux. Donc les personnes vont développer par exemple des troubles du sommeil. Ça peut être des pensées obsessionnelles, des ruminations. Donc c'est-à-dire que les personnes vont vraiment toujours être avec ces idées négatives par rapport à l'avenir et elles ne vont pas en sortir. On a beaucoup ça, on peut avoir aussi des personnes qui vont développer des TOC, des phobies, beaucoup de stress. L'éco-anxiété ne doit pas être confondue avec la solastalgie. Cet autre terme est assez proche, mais il désigne, lui, le sentiment d'anxiété face à un environnement familier qui est bouleversé par le changement climatique. Alors, l'éco-anxiété, on va dire que c'est plutôt une anxiété d'anticipation par rapport aux enjeux climatiques. Et là, les personnes vont avoir vraiment des réactions de stress, d'angoisse face à l'avenir. Alors que l'autre terme, c'est plutôt une angoisse par rapport à ce qui est perdu, en fait. Donc notamment des personnes qui ont vécu des drames environnementaux, par exemple des inondations, des incendies, donc qui ont perdu un environnement qui leur était propre. Et donc là, c'est vraiment une souffrance qui est liée à la perte. Tout le monde peut être confronté à l'éco-anxiété. Mais les moins de 30 ans, et les jeunes adultes principalement, semblent y être plus sensibles. Effectivement, les jeunes, me semble-t-il, sont plus touchés par l'éco-anxiété. Et d'ailleurs, on peut voir des comportements avec une impossibilité de se projeter dans l'avenir, des jeunes qui vont même renoncer à faire des enfants. Parce que justement, ils ont cette inquiétude de l'avenir de la planète et se disent « mais qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants ?» Donc, ils vont vraiment être dans cette incapacité à se projeter dans un avenir positif et serein. Cette inquiétude persistante va donc même jusqu'à orienter les choix de vie des personnes qui en souffrent. On va vraiment avoir des comportements qui vont être organisés autour de toute cette éco-anxiété. Je pense à une patiente qui a fait écrire sur son contrat de travail
qu'elle renonçait à tout type de déplacement par avion, par exemple. Et ça, on le voit de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de nouveaux jeunes travailleurs là, qui vont mettre ça en avant lors du recrutement en disant OK, par contre, moi, sachez que je refuserai de me déplacer par avion. Malheureusement, ces réactions sont parfois difficiles à comprendre pour les proches. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une incompréhension de l'entourage face à cette souffrance-là. Les personnes qui me consultent ne se sentent pas du tout comprises, entendues par l'entourage. Et ça va générer des émotions comme de la tristesse, parfois de la colère aussi, parce que d'autres personnes n'ont pas ce même ressenti, l'entourage n'a pas ce même ressenti, ou les collègues, ou les amis, et ils ne vont pas adopter ces comportements pour protéger la planète, par exemple. Quand une personne de notre entourage souffre d'éco-anxiété, nous ne savons pas toujours comment réagir. Cécile Mignot conseille d'oser aborder le sujet et de s'intéresser à ce que ressent l'autre. Le plus important, c'est d'écouter la personne et puis d'essayer de comprendre comment elle vit les choses de l'intérieur. Parce que, comme tout anxieux, en fait, on a besoin d'être entendu, compris et ressenti dans sa détresse émotionnelle. Donc évidemment, il va falloir être à l'écoute et surtout pas tomber dans le discours moralisateur parfois qu'on a tendance à prendre. Et quand l'éco-anxiété prend trop de place, vers qui faut-il se tourner ? Déjà, je pense à un psychologue. Je pense que ça fait du bien d'aller en parler dans un lieu neutre, sans jugement, de se sentir compris, écouté, et puis d'avoir des techniques qui vont nous aider au quotidien. Ces techniques, justement, la psychologue nous en donne quelques exemples. Alors moi, je vais surtout les outiller. Donc, je vais leur transmettre des outils de régulation émotionnelle, de gestion de stress et d'anxiété pour essayer de mieux vivre et de diminuer le stress au quotidien. Donc, je vais leur enseigner, par exemple, des techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque. Moi, je me suis formée à des techniques de régulation émotionnelle. Donc, ça, c'est des outils qui marchent très bien et qui vont aider la personne au quotidien à mieux se réguler et à mieux vivre. Mais la meilleure solution pour combattre l'éco-anxiété reste de s'engager et de passer à l'action. Exactement. Et moi, je conseille effectivement aux personnes qui me consultent par rapport à cette problématique-là, de s'engager effectivement peut-être dans des associations qui vont militer pour l'écologie, pour la sauvegarde de la nature, des choses comme ça. Alors il y en a, ça va être la nature, il y en a d'autres, ça va être les animaux. Il peut y avoir plein de choses, des lieux d'écoute, de parole. Et ça, c'est vrai que souvent ça aide et les gens se sentent moins seuls aussi dans leurs angoisses. Face au changement climatique, nous pouvons tous nous sentir préoccupés ou inquiets. Mais il ne tient qu'à nous, collectivement, de faire en sorte que cette éco-anxiété devienne un moteur pour préserver notre environnement. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.